Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la gestion d'un projet GED. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux à vous être connectés. On va attendre 1 ou 2 minutes, histoire qu'on ait bien tout le monde de présent. Et puis Raphaël et Olivier enchaîneront sur la présentation. Pour des questions techniques, est-ce que quelqu'un de présent pourrait me confirmer que le son fonctionne bien et qu'on m'entend bien? Bonjour à tous. On va juste réitérer le test technique par rapport à l'audio. Si dans le menu chatter, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, c'est parfait. Et également, si vous pouvez nous voir, parce que je viens d'activer la caméra. Et Guillaume nous fait signe que c'est tout bon. OK. On va commencer, Raphaël. Donc, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire UDoc. On vous remercie déjà pour votre participation et votre ponctualité. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet qui s'appelle Objectif zéro papier. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. Concrètement, on va vous énumérer les erreurs à éviter lors de la mise en place d'un projet de GED. GED pour gestion électronique documentaire. On va se présenter dans un instant. Moi, je suis Raphaël et je suis avec Olivier. Et juste pour terminer cette introduction, ce webinaire avait déjà été réalisé au Salon Solutions 2020. Voilà, on était présent à ce salon avec le groupe T2I et on a décidé de vous le refaire en format webinaire aujourd'hui pour voilà, réinsister sur les importances d'un projet de gestion électronique documentaire. Donc, moi, je suis Raphaël Benant. Je suis à la fois chef de projet chez Groupe T2I, donc je m'occupe des déploiements de GED auprès de nos clients. Et je suis également Customer Success Manager. En fait, je suis responsable de la relation client, ce qui me permet d'intervenir en amont des projets sur des phases de conseil ou d'audit documentaire. Et également, je m'occupe de tous les nouveaux produits et les nouvelles technologies au sein du groupe T2I, ce qu'on peut appeler par exemple client pilote ou nouvelle version de nos applicatifs. Et bonjour à tous, je m'appelle Olivier Morel, je suis consultant avant-vente chez Groupe T2I. Donc je travaille dans une BU où on analyse, on étudie les différents projets de dématérialisation. Globalement, on va être sur une centaine de projets par an sur des nouveaux clients.
Et l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un retour d'expérience, hein, aussi bien au niveau de Raphaël, ce qu'il vit au quotidien, de ce que moi je peux du coup avoir en avant-vente. Un mot sur le groupe T2I. Donc, le groupe T2I, c'est une entreprise qui est une entreprise avec une. Il n'y a pas de son. Un, deux. C'est bon, là, ça marche. Alors, on vient de l'audio. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez? Apparemment, certaines personnes ne nous entendaient pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de volume sur leur PC ou est-ce que c'est général? Non, la voix off nous dit de nous. Alors, j'ai juste changé de micro. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous confirmer peut-être qu'on nous entend? Je vais basculer sur le micro du PC. Ah, effectivement, je vois toujours pause là. Mettre en pause l'affichage. Non, c'est pas ça. Tu as cliqué sur démarrer, toi, Guillaume, de ton côté? Et en fait, si c'est toi l'organisateur, c'est ton poste normalement qui devrait diffuser. Ben, vue du public. Pas grave, Guillaume, mais peut-être le PowerPoint sur ton poste à toi. Ouais, je sais. Et je voulais juste tester. Arrêter le chef d'application. Sur le public. Ouais. Je me reconnecte. Fermer, me reconnecter. Guillaume. C'est chez toi ou c'est chez moi à ton avis? Donc est-ce qu'on peut fermer et relancer hein? J'ai la main sur rien. Moi, ce qui m'ennuie, c'est comment ça se fait que ce soit ton poste qui dirige comme organisateur et je pense que Tu peux diffuser depuis ton ordi, Guillaume, toi? J'ai pas la main. T'as pas la main pour diffuser. Mais comment on a fait pour diffuser alors? Bah, moi, je l'ai lancé là déjà. Ouais, tu diffuses. Ouais, c'est vrai qu'il a diffusé. un, deux. On branche la caméra en bas. On branche le. Voilà, on est bien là. Moi, personnellement, tu as la presse, Guillaume. Non, mais il peut pas diffuser. Mais pourquoi tu peux pas dire pourquoi Mais si je ferme, moi, tu vas devenir un organisateur. Ouais, c'est moi. Et on reprendra à zéro. Je peux te le remettre si tu veux. C'est pas une question de PC. En fait, je pense que c'est juste que c'est intervenant dans une oreille. C'est bon. Clique sur le point d'interrogation, côté de contrôle du son, s'il vous plaît. En même temps sur le chat. Attends. Côté de vie.
Je disais qu'on était court. Est-ce que tu veux qu'on peut voir revienne? attends, participant peut voir votre écran en pause. Ah oui, non. Est-ce que maintenant on nous entend par hasard? Il y a un écho. Dans le chat. Attends, vas-y. Ok, c'est parti. Donc, est-ce qu'on peut juste confirmer que on entend, s'il vous plaît? Je refais un test de micro. C'est bon, c'est bon. Comment ça va? Oui, c'est bon, c'est parti. Ok. Alors, on va. Ok, excusez-nous pour ce petit problème technique. On va reprendre du coup la présentation au début et on va rattraper un petit peu le temps perdu. Donc, bienvenue à ce webinaire UDOC qui a comme objectif zéro papier et d'avoir ajouté en place un projet de GED, gestion électronique documentaire. Ce webinaire a déjà été réalisé au Salon Solutions en 2020. Aujourd'hui, je le refaire en format webinaire. Objectif zéro papier, on va pas parler à tout le monde. On va énumérer un peu quels sont les grands critères d'un projet de mise en place de dématérialisation de documents pour atteindre, entre guillemets, cet objectif de zéro papier physique. Donc, moi, je suis Raphaël, on va se présenter dans un instant. Donc, moi, je suis chef de projet, donc je m'occupe des déploiements de produits de GED au sein du groupe T2I. Et je m'occupe aussi de la relation client, c'est-à-dire j'interviens en avant-vente sur des phases de conseil ou d'audit de votre système d'information et d'audit documentaire également pour analyser l'envergure d'un projet de dématérialisation et atteindre justement cet objectif de zéro papier. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Morel, donc je suis consultant avant-vente. Mon job, c'est de vous accompagner sur les phases amont, avant le démarrage du projet. Je suis dans une BU où on étudie une centaine de cas par an, et l'objectif en fait aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience de ce que l'on vit du coup au quotidien. Raphaël en gestion de projet et aussi sur ces phases avant-vente, et moi du coup sur la partie avant-vente. Un mot sur l'entreprise Groupe T2I pour laquelle on travaille. Donc, ça fait 35 ans que Groupe T2I existe, avec une expertise du coup forte dans l'univers de la dématérialisation. On met à disposition des solutions qui sont pérennes et stables, avec plus de 250 000 utilisateurs de nos solutions aujourd'hui à travers le monde. On a une taille qui est une taille intéressante pour un éditeur intégrateur de solutions. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 250 salariés. Et cette taille-là nous permet notamment de pouvoir réinvestir 20% de notre chiffre d'affaires en R&D, ce qui est un point important quand on est éditeur intégrateur de solutions informatiques. Donc, dans ce webinaire, on va aborder 5 points sur la mise en place d'un projet de gestion électronique documentaire. Le premier, c'est justement penser qu'un projet de GED, ce n'est pas un projet d'entreprise. Donc, on va vous démontrer justement que l'organisation complète doit adhérer à ce projet pour atteindre justement cet objectif. En deuxième lieu, on va voir la politique d'archivage. Je vais vous la définir, vous donner quelques critères justement pour ne pas la négliger dans ce projet de gestion électronique documentaire. On fera un focus beaucoup plus spécifique sur l'acquisition de documents. On vous donnera quelques exemples, quelques illustrations que l'on voit nous aussi aujourd'hui dans les projets sur l'acquisition documentaire, par quels moyens, par quelle technique, par quelle technologie on arrive à atteindre ce résultat efficace d'acquisition automatique documentaire.
Pensez que la dématérialisation est un processus unique, bah justement, ce n'est pas que de la numérisation. La numérisation, c'est le point 3, on l'abordera, mais après, on va voir qu'est-ce qui doit se passer ensuite avec vos documents au sein de votre GED. Et bien entendu, comme tout projet informatique, il ne faut pas oublier l'interopérabilité avec votre système d'information. Donc, Olivier, pour le premier point. Alors, sur l'aspect projet stratégique, il y a un piège dans l'univers de la démat qui est d'aborder le sujet uniquement sur un seul périmètre. Et le périmètre un peu piège, c'est justement la dématérialisation des factures fournisseurs. 80% des premiers projets de démat sont sur la démat des factures fournisseurs. Et donc, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a des expressions de besoin qui sont faites avec une perspective à 2 ans, à 3 ans, où dans le projet de dématérialisation, on va avoir différents sous-projets ou un projet qui va être alloti. Alors, c'est important d'allotir les projets pour avoir des résultats opérationnels rapides et des succès rapides. Mais voilà, cet espace-temps dans un projet de démat, c'est important de tendre vers 2-3 années de politique de dématérialisation. Et en lien avec cet espace-temps, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la dématérialisation peut être un moyen d'atteindre vos objectifs stratégiques. Je vais vous donner un exemple. On avait un de nos clients qui avait un projet interne d'augmentation de sa satisfaction client. Il avait pour ça mis en place des actions qui étaient des actions complètement indépendantes de la dématérialisation. Par exemple, il ouvrait des nouvelles agences, il a formé ses collaborateurs à certaines techniques et il a utilisé la dématérialisation sur 2 projets. Le premier projet, c'est il a déployé un workflow courrier pour traiter les courriers entrants de ses clients notamment, pour avoir derrière des meilleurs taux de réponse, des réponses qui sont plus rapides et du coup des clients qui vont être satisfaits par rapport à ce traitement des courriers. Le deuxième projet qu'il a mis en place, très concret, c'est un projet extranet, c'est-à-dire qu'il avait dans sa GED des documents et il a mis à disposition ces documents sur un espace web accessible à ses clients. Donc voilà une illustration de comment est-ce que l'on peut utiliser la dématérialisation comme étant un levier dans une stratégie plus globale. Enfin, l'aspect humain, alors ça c'est plus un rappel, hein, mais encore une fois, moi ce que je perçois en avant-vente et ce qui fonctionne à nouveau bien, c'est quand dès les phases de choix de la solution, on a réussi à impliquer des utilisateurs, des directions métiers et plusieurs directions métiers, la direction générale bien sûr, et ça va être des projets qui à terme vont bien fonctionner. Cet humain, justement, il est surtout au cœur des réussites de tout projet de votre organisation. Et c'est pour ça que penser qu'un projet GED n'est pas un projet d'entreprise, bah, c'est se tromper. Vous allez sinon mettre en place une GED qui est locale juste sur un métier, sur une équipe, ou qui est uniquement un produit de plus dans votre système d'information et rendre votre système d'information hétérogène. Et ce n'est pas vraiment, enfin, en tout cas nous, chez T2I, ce n'est pas les bonnes pratiques que l'on veut apporter à nos clients. Le projet d'entreprise, bah, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs acteurs et surtout l'adhésion complète de l'entreprise. Donc là, on a défini 5 rôles qui peuvent être bien sûr internalisés ou externalisés au sein de votre organisation et chaque rôle va avoir des éléments à jouer au cœur du projet pour sa réussite. Le premier, c'est la direction générale. Hein. Donc là, je commence tout à gauche. La direction générale qui est généralement le sponsor du projet et qui va approuver la politique d'archivage. Politique d'archivage, c'est un terme très important. On y reviendra au deuxième point. Vous avez après le responsable de la gestion documentaire. Encore une fois, c'est un rôle hein, qui peut être, par exemple, au sein de votre direction ou dans votre direction générale ou d'une direction métier. Quand vous avez défini une politique d'archivage, quelqu'un doit en être le garant. Et pour ça, c'est le responsable de la gestion documentaire. Ce responsable, il va aussi être un peu le responsable de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le responsable de l'expression des besoins et des fonctionnalités que doit assurer votre GED, votre projet justement de dématérialisation. On a les directions opérationnelles, ce sont les sachants, les métiers. Ils maîtrisent le cadre juridique sur les documents et notamment, nous, dans le projet, moi, je les interroge très souvent sur la durée de conservation des documents. Car stocker des documents, c'est bien, mais stocker des documents utiles et toujours valides, c'est ce qu'on attend réellement aujourd'hui, en 2021, d'une GED. La direction informatique, parce que la direction informatique, c'est, en tout cas pour nous chez T2I, le support de votre valeur ajoutée.
c'est justement les équipes qui vont mettre en œuvre tous les moyens, que ce soit infrastructure, logiciel, aussi qui vont participer au projet pour que ce soit une réussite, assurer la maîtrise d'œuvre, hein, concrètement, c'est-à-dire assurer le paramétrage, le maintien, l'administration et l'exploitation de vos outils de jet, d'acquisition et de circulation. On va le voir aussi un peu plus loin dans la conférence. Et ils sont très importants, et c'est très important qu'on ait leur adhésion et leur participation tout au long du projet. Et enfin, quelque chose, un rôle qui est peut-être un peu plus récent, c'est le responsable à la protection des données, le DPO, qui va s'assurer aussi, un peu comme la direction opérationnelle, du respect de la législation, du droit à l'oubli, et qui va participer également à ce projet d'entreprise, parce qu'il ne faut pas exclure justement les documents de cette législation. Donc voilà comment on résume un projet d'entreprise avec les différents rôles. J'ai parlé de politique d'archivage. La politique d'archivage, elle va s'appuyer sur une stratégie de dématérialisation. C'est-à-dire qu'avant de définir une politique qui est le comment, on va définir le pourquoi. Mais pourquoi finalement on veut dématérialiser? Quelle stratégie on va adopter dans la dématérialisation? Cette stratégie, elle est souvent donnée par la direction générale, elle peut être donnée aussi par votre organisation, par votre groupe. Elle va définir l'objectif à atteindre. Elle est généralement décrite dans un schéma directeur de votre organisation, où justement, elle va donner le but à atteindre en termes de digitalisation des documents. Aujourd'hui, enfin depuis en tout cas un an, les stratégies de dématérialisation qu'on voit nous auprès de nos clients ou nos partenaires, ben, c'est lié un peu à la crise sanitaire. C'est comment à court terme je peux rendre accessibles tous mes documents qui sont au sein de mon organisation, comment je peux les rendre accessibles au télétravail, comment je peux les rendre accessibles à des collaborateurs qui sont à distance. Parce que les documents de votre organisation, ben, elles peuvent être sur le bureau des collaborateurs, elles peuvent être dans des casiers, dans des classeurs, dans des coffres-forts, dans des lieux sécurisés, dans des zones d'archivage tiers, hein, si vous avez plusieurs sites. Et la stratégie qu'on voit en tout cas depuis un an, c'est comment je rends tous ces documents accessibles en ligne, comment je les rends accessibles à distance. Ben, la politique d'archivage, elle va définir comment on va atteindre cet objectif. Comme je disais, elle définit le comment, donc elle doit être alignée à sa stratégie. C'est ce qui est le plus important. Et cette politique d'archivage, elle se définit par l'identification d'un périmètre et des règles. Le périmètre, pourquoi? Ben parce qu'on va déterminer qu'à distance, ce sont tel et tel et tel documents qui sont les plus importants et qui doivent être rendus accessibles le plus rapidement possible. Et les règles, ben ça va de la qualité de dématérialisation, est-ce qu'on va faire du noir et blanc, est-ce qu'on va faire de la couleur, comment on va l'indexer, comment on va l'enregistrer, comment on va pouvoir le rechercher, et surtout comment on va aller gérer la sécurité. Car dans la politique d'archivage, on va définir qu'un document peut-être du domaine des ressources humaines ne va pas se dématérialiser de la même manière qu'un document métier, qu'un document opérationnel ou qu'une facture. Pour définir cette politique d'archivage, bien entendu, vous n'êtes pas seul. Il y a un état de l'art sur l'archivage électronique, c'est une norme ISO, la 14641.1. Cette norme, qui est très dense, vous donne un peu tous les critères qu'on a besoin sur la dématérialisation des documents. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus abrégé, vous avez la NFZ 42013, c'est quelque chose qui est, on va dire, français, en tout cas, qui va vous détailler voilà, certaines bonnes pratiques sur la dématérialisation des documents et qui va vous aider à définir cette politique d'archivage. Donc, dans cette politique d'archivage, concrètement, on va retrouver tous les documents à dématérialiser, comment on va qualifier leur durée de conservation, hein, pour pas justement qu'ils restent de manière obsolète, entre guillemets, dans la gêne, le niveau de confidentialité, donc c'est la sécurité, et également les métadonnées pour les rechercher. Ok, un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est sur l'acquisition des documents. Globalement, ce qui est généralement bien anticipé et bien traité, c'est toutes les fonctionnalités qui vont être les fonctionnalités de la GED. On retrouve des aspects de sécurisation, tout ce qui va être fonctionnalité en lien avec le partage de la connaissance, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer un document par mail, le fait de pouvoir tracer toutes les actions qui ont été faites sur un document, le fait de pouvoir ajouter des post-it numériques, des fils de discussion, etc., etc. Donc, toutes ces fonctions-là sont généralement bien anticipées. En revanche, l'aspect acquisition, qui est pourtant pour nous essentiel, puisque pour qu'une GED soit utilisée, il faut qu'elle soit alimentée,
Et donc, cet aspect acquisition est pour nous souvent sous-estimé. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez encore du papier dans vos organisations, même si ça tend à réduire. Nous, ça peut être des dossiers qui sont des dossiers papier dans des armoires, ça peut être des dossiers, ça peut être des papiers qui arrivent de manière unitaire, mais on voit que le papier persiste même s'il diminue. Donc, il faut avoir des solutions d'acquisition permettant de traiter le papier. Raphaël reviendra sur ce sujet-là ensuite. Et l'aspect numérique aussi va être évidemment présent, mais il faut être assez fin dans l'analyse de ces documents numériques, c'est-à-dire ces documents numériques, est-ce qu'ils sont sur un serveur fichier? Est-ce qu'ils sont normalisés, ce qui va me permettre, moi, par exemple, de faire tourner un outil de scrutation pour alimenter ma GED sur la base de cette normalisation? Est-ce qu'ils arrivent sur des boîtes mail, sur des espaces FTP? Est-ce qu'ils sont mis à disposition par mes fournisseurs sur des sites web? Et donc, on voit qu'on a une multitude de contextes différents par rapport à la source des documents et qu'il faut choisir une solution permettant cette multiplicité de cas. Donc, comme vous voyez, bien entendu, un projet de gestion électronique documentaire, en tout cas en application, commence par la dématérialisation, la numérisation. Mais nous, chez T2I, on a défini une famille de produits qu'on appelle UDoc et qui impose 3 piliers de la dématérialisation. Et c'est vraiment la mise en place de ces 3 piliers qui vous donne une politique d'archivage complète et qui répond à votre stratégie d'archivage électronique. Donc, comme le disait Olivier, le premier pilier, l'acquisition, UDoc acquisition chez T2I, c'est ce qui va gérer toute la scrutation ou le pilotage de scanner. Donc, c'est ce que vient vraiment de détailler Olivier. Derrière, en fait, notre logiciel va faire du traitement d'image parce qu'on va enlever les pages blanches, on va faire de la rotation automatique, on va améliorer les contrastes. Une fois que le document est propre, on va pouvoir le vidéocoder. Le vidéocoder manuellement ou le vidéocoder automatiquement avec de la reconnaissance automatique de documents et de la lecture automatique de documents. Ça marche particulièrement bien sur les factures parce que la facture, généralement, on retrouve toujours les mêmes informations. Elles sont juste mises un peu en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Donc, on peut très facilement définir un modèle, vidéocoder automatiquement et du coup, avoir le moins possible d'interaction utilisateur. Certains de nos clients arrivent quand même à traiter plus de 150 factures à l'heure, donc on est quand même sur des cadences assez importantes avec nos technologies UDoc. Bien entendu, le cœur, c'est la GED, UDoc Gestion, donc la gestion électronique de documents qui possède un plan de classement qui est un peu votre arborescence de classement de documents. On va retrouver l'ensemble des natures qui qualifient les documents et qui va assurer la sécurisation et la certification de vos documents. Sécurisation par les droits d'accès et certification par de la signature électronique. Car certains documents, pour pouvoir être dématérialisés, pour pouvoir un peu s'affranchir du stockage papier, on doit pouvoir les certifier avec, par exemple, des certificats ou des signatures électroniques. Et enfin, comme c'est une GED et pas un SAE, ce n'est pas un système d'archivage électronique qu'on propose chez T2I, on a UDoc Circulation. Le document doit vivre, le document doit être partagé, doit être diffusé. Donc, on fait appel à des technologies d'intranet, d'extranet pour le mettre à disposition de vos tiers, partenaires, fournisseurs, clients, usagers. On va avoir tout ce qui est les outils de traçabilité et d'audit. On parle d'audit documentaire ou de traçabilité légale des documents. Des clients maintenant nous demandent même des exports vers des outils de business intelligence pour vraiment faire des statistiques sur les documents. Et la circulation, c'est aussi le workflow. Le workflow, c'est une succession d'étapes qui va permettre de valider un document d'un point de vue interne, d'un point de vue fonctionnel. Le plus connu de ces workflows, c'est la validation des factures en comptabilité. Avant de payer une facture dans votre organisation, généralement, vous vous assurez que le service est fait et que le responsable qui a émis la commande, le responsable métier qui a émis cette commande, puisse valider cette facture. Il y a un autre workflow qui est un peu moins connu, mais qu'on le fait aussi très bien chez T2I, c'est le workflow courrier. Vous pouvez avoir beaucoup de courriers encore papier qui arrivent le matin dans votre organisation. Et au lieu d'aller le poster à la main dans des vannettes, on va pouvoir le numériser, le faire circuler et le faire valider et traiter par l'ensemble de vos services. Je profite juste de la slide pour un petit complément sur ce sujet-là. C'est ça qui est intéressant dans un projet de démat. C'est la projection vers comment va vivre mon document et selon les 3 briques qui sont là. Comment est-ce que je vais le dématérialiser, l'acquérir? Ensuite, comment est-ce que je vais le gérer, ce document? Est-ce que comment je vais le rechercher? Est-ce que je vais vouloir le modifier, etc., etc. Et enfin, est-ce qu'il doit circuler?
Et sur chaque typologie de document, c'est intéressant d'avoir une vision claire de l'acquisition jusqu'à la destruction des documents. Alors, le dernier point qui nous semblait important de mettre en relief dans cette présentation, c'est l'interopérabilité. On constate, nous, une tendance qui est forte, c'est on a de plus en plus de logiciels métiers chez nos clients. On va avoir bien sûr généralement un ERP, une solution de compta, une solution RH et d'autres applicatifs qui vont répondre à des besoins bien précis. C'est important quand on choisit une solution de démat de s'assurer que cette solution de démat est capable d'interagir avec le SI actuel. Alors quand je dis interagir, ça peut être par exemple des documents sont générés par des logiciels métiers, automatiquement ils vont venir se déverser dans la GED. Ou alors l'utilisateur est dans son logiciel métier, dans un contexte, il a besoin de consulter un document ou un groupe de documents, il va pouvoir faire un lien vers la solution de GED qui est mise en place. Et ça fait aussi vraiment partie de la réussite des projets de dématérialisation. Alors, en résumé, avant qu'on passe à l'étape de questions-réponses, hein, pensez dans vos projets de GED, essayez d'avoir une vision, alors le plus possible, à 2-3 ans, d'avoir un projet de démat, pourquoi pas, mais avec des sous-projets qui vont concerner plusieurs directions. Le deuxième point qui est extrêmement important aussi, c'est que j'en ai longuement parlé, c'est la politique d'archivage, c'est comment vous allez définir toutes les règles de dématérialisation pour respecter non seulement la législation, et également la stratégie de votre organisation en termes de dématérialisation de documents. Voilà, le point 3 qui était sur l'acquisition des documents, pensez la multiplicité de contextes qu'il peut y avoir dans l'acquisition des documents. Et l'acquisition n'est pas un processus unique, la dématérialisation concerne également la gestion et la circulation des documents. Et enfin, l'interopérabilité, faire en sorte que les solutions de démat ou la solution de démat puissent interagir simplement avec votre SI actuel. Voilà, on a rattrapé un petit peu le temps qu'on a utilisé pour résoudre les problèmes techniques. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, vous avez une partition qui est disponible pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On est là avec Raphaël pour y répondre. Alors, par rapport à la présentation pour les aspects techniques, en effet, on pourra mettre à disposition le support et d'ailleurs l'intégralité de cette vidéo qui sera mise à disposition. On redonnera à la fin de la présentation la main à Guillaume qui pilote chez nous toutes les communications et les vidéos notamment fonctionnelles si vous voulez avoir plus d'informations sur un thème. On fait régulièrement des webinaires pour vous présenter très concrètement les solutions. Alors, une autre question, c'est quel gain RSE, bilan carbone de cette démarche zéro déchet? Alors, déjà pour bien comprendre, le zéro déchet, pour moi, c'est pas de la dématérialisation, parce que forcément, la dématérialisation, si on s'affranchit du papier, ben, le papier auquel on s'est affranchi, ça va être du déchet. Ça va plutôt être comment on va travailler avec des documents déjà digitaux. Donc, un document digital qui est sur votre poste local, vous, en tant que propre utilisateur, il n'est pas partagé, il ne circulera pas. Vous l'avez chez vous sur votre poste, donc il vous est propre. Donc déjà, le fait de le mettre dans la GED par des méthodes d'acquisition de documents numériques, comme a expliqué Olivier, avec de la scrutation de répertoire, avec des plateformes, ou même vous allez le mettre manuellement dans votre GED, il va pouvoir être communautaire pour ce document. Bien entendu, vous allez respecter les droits, les versions. Quand je dis les versions, c'est brouillon, validé, périmé, bien entendu. Et aussi pouvoir sécuriser, entre guillemets, ce document si vous en êtes l'auteur. On gardera dans tous les cas la traçabilité. Et le fait qu'on va travailler sur le document dans la GED, la bonne pratique, ce serait de dire à tout le monde, ne le réimprimez pas, vous pouvez le consulter. Vous pouvez aussi faire avec notre GED UDoc
des sortes de chemises, c'est-à-dire aller sélectionner deux, trois documents et vous les mettre sur l'écran. Si vous avez des grands écrans, c'est encore mieux. On peut afficher parallèlement plusieurs documents comme si on les avait sur une grande table de bureau. On va pouvoir les manipuler, on va pouvoir les éditer si les droits nous permettent, les annoter sans altérer le document. Donc finalement, le bilan carbone et la démarche zéro déchet, elle est là, elle est dès qu'on va utiliser le document uniquement en digital et s'éviter de le réimprimer. Après, au niveau du gain, moi j'ai eu un indicateur dans un projet qui était finalement le nombre de copies faites par le copieur interne de l'organisation. Et effectivement, ça a baissé. Après la mise en place de la GED, ça a baissé. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que les collaborateurs imprimaient moins de documents internes et l'utilisaient beaucoup plus sur la GED. Malheureusement, un copieur ne va pas imprimer que du document interne, donc c'est un indicateur qui a aussi sa valeur. Il aurait fallu vraiment axer l'indicateur sur qu'est-ce qui est imprimé et qui n'est plus imprimé. Mais en tout cas, voilà, on a eu quand même des résultats assez positifs en termes de bilan RSE et bilan carbone. Ok, et plein de questions très intéressantes. Alors, sur l'interopérabilité, voilà. Déjà, oui, on va y revenir très, très rapidement, mais globalement, la logique d'interopérabilité, c'est la GED peut être alimentée automatiquement par des logiciels métiers. Il faut que ce soit le cas, hein, vous l'avez compris, dans l'alimentation, il faut au maximum penser les automatismes. Et donc, l'interopérabilité, c'est je crée un document dans un logiciel métier, automatiquement, il va venir se déverser. Je suis dans un contexte d'un logiciel métier, j'accède à des documents. Ça peut même aller plus loin. Je suis par exemple dans une gestion de processus au niveau du doc circulation. Le fait d'enchaîner des étapes peut être un moyen de faire remonter aussi automatiquement de l'information dans un logiciel métier. Je vous donne un exemple. On traite un courrier de réclamation dans la GED, et ben en fin de processus, on fait remonter l'information au module de réclamation d'un ERP, comme quoi le traitement de cette réclamation est terminé. Donc l'interopérabilité, c'est le dialogue entre les différentes solutions. Quelle est la fourchette? On va y répondre tous les deux. Hein. Quelle est la fourchette d'investissement moyen prévoir pour 15 utilisateurs? Moi, je vais répondre souvent sur la partie projet. Ma réponse elle va être simple et claire. Les projets ne sont pas dimensionnés en fonction du nombre d'utilisateurs. Ils sont dimensionnés en fonction de votre politique d'archivage. Donc, que vous soyez un usager à la fin ou 1000 usagers, moi, je peux avoir exactement le même projet sur la même durée. C'est vraiment votre politique d'archivage. C'est qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez dématérialiser. Après, je laisse aussi peut-être Olivier compléter. Tout à fait, ça va aussi dépendre du contexte. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est un projet qui va nécessiter du UDoc acquisition avec de la RADLAB, donc de la reconnaissance automatique de documents? Est-ce qu'il va y avoir un module de gestion des processus par rapport à un cas métier? Est-ce que vous allez mettre un plan de classement ou pour un périmètre métier ou 5 plans de classement? Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on analyse ensemble. Ensuite, sur l'aspect comment gère-t-on l'archivage existant papier dans ce genre de projet? Alors, malheureusement, c'est pas T2I qui répond. Ça, c'est comme on l'a vu tout à l'heure avec les rôles, c'est à poser à votre direction métier. Ce sont les sachants qui gèrent la législation, qui vont déterminer est-ce que déjà ce document on le conserve ou on ne le conserve pas, et si on le conserve, où doit-on le conserver et comment doit-on le conserver? À la rigueur, la seule solution technologique que UDoc peut apporter, c'est ce qu'on appelle des fiches de journaux de l'eau. Ça veut dire qu'à chaque travaux de numérisation, on peut imprimer une page de synthèse en format A3. Et c'est très pratique le format A3 parce que vous pliez en deux, vous mettez tous vos documents A4 que vous venez de scanner. Cette feuille A3, elle reprend une sorte d'instruction avec un en-tête qui répond aux normes des archivistes pour déterminer qui a dématérialisé, à quelle date, à quelle heure, avec quelle plateforme, combien il y avait de pages, quel processus de dématérialisation il a sélectionné, quelle était la qualité, et tout un tas de paramètres également techniques pour aller retrouver finalement la traçabilité de la dématérialisation. Mais malheureusement, pour répondre, comment on gère après le papier, ben c'est pas en tout cas nous éditeurs qui répondons à cette question. Alors après, on peut lire la question aussi d'une autre manière. Comment se gère l'archivage existant papier dans ce genre de projet? Alors, si votre question c'est j'ai du papier aujourd'hui et je souhaite le numériser pour le rendre accessible dans une GED, on travaille sur ces projets-là en effet. Donc, comme l'a dit Raphaël, il y a un travail bien sûr de nettoyage des dossiers papier à faire, ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut pas garder. Et ensuite, la solution que nous, on apporte, et c'est des projets que l'on fait pour reprendre des dossiers clients, par exemple, une fois que le tri a été fait, ça va être par un système d'intercalaire
intercalaire qui va porter une information. Ensuite, on va numériser l'intégralité du dossier avec ces intercalaires portant les informations utiles et on va alimenter la GED de manière très efficace par ce biais-là. Effectivement, on peut aussi comprendre la question sur comment dématérialiser en masse un fonds documentaire. Et Olivier, tu as très bien répondu. On utilise effectivement des technologies d'intercalaire. Alors, comment peut-on gérer et définir les métadonnées par type de document sans tomber dans le piège d'imposer à l'utilisateur de remplir plusieurs rubriques? Alors, je vais faire un début de réponse et puis je te laisserai compléter. Alors, déjà, rappelez-vous quand même au maximum de faire en sorte d'alimenter la GED de manière automatique. Un logiciel qui va éditer un document, généralement, a les informations portant les métadonnées. Donc, il faut penser au maximum ce type d'automatisme. Nous, on a un sas d'import dans la GED qui permet du coup d'absorber des flux documentaires avec des fichiers qui sont des fichiers portant l'indexation. Et ça, c'est un réflexe à avoir. Après, bien sûr, on peut aussi faire de l'ajout de documents unitaires par simple copier-glisser pour rentrer un petit peu dans le détail. Et là, on va pouvoir guider l'utilisateur dans son indexation. On va pouvoir mettre des métadonnées qui sont des métadonnées obligatoires ou non obligatoires, par exemple. On va pouvoir mettre des métadonnées qui sont des métadonnées limitées par rapport à des listes de valeurs ou des métadonnées qui sont des métadonnées libres. Voilà. Et effectivement, moi, en audit documentaire ou en analyse de projet, je vais vraiment mettre l'accent en disant que ce n'est pas à l'utilisateur de renseigner les métadonnées. Ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est de qualifier déjà le document, lui donner sa nature, parce qu'il doit déterminer est-ce que c'est par exemple une facture, est-ce que c'est un document de courrier. Donc ça, malheureusement, il n'y a que l'utilisateur qui peut le définir, et pour déterminer le bon processus de dématérialisation. Et puis derrière, à la rigueur, au maximum, on va lui demander une clé métier. Par exemple, le numéro de contrat qui se rapporte à cette facture. Et c'est vraiment notre outil qui va aller interroger les bases de données, votre ERP ou des sources de données externes et qui va aller rapatrier toutes les informations, toutes les métadonnées nécessaires. Dernier élément aussi, c'est qu'on a tendance de plus en plus à automatiser, et notamment pour les factures. Si vous êtes sur des technologies de reconnaissance et de lecture automatique de documents, vous n'avez vraiment aucune interaction humaine à réaliser. J'ai beaucoup de clients qui utilisent de la scrutation de boîtes mail ou des portails externes. Tout se passe automatiquement et on a un taux d'erreur qui est de l'ordre de 0,5%. Donc, c'est extrêmement faible et on a toujours, bien sûr, les comptables derrière qui vont aller rectifier si nécessaire. Donc, on peut vraiment entièrement automatiser. Alors ensuite, il y a une question sur le cycle de vie. Quid du cycle de vie des documents dans UDoc? Par exemple, suppression d'un document par délai légal de conservation. Est-ce que des automatismes sont prévus? Donc bien sûr, des automatismes sont prévus. On va en effet rattacher à chaque typologie de document une durée légale de conservation qui s'exprime de mémoire en mois. Ou en date. Et soit une période, soit une date. Soit une période, soit une date. Et on va calculer par rapport à la date d'entrée du document la date de destruction théorique avec en effet ensuite un système de purge automatique qui va être mis en place. Voilà. Alors une purge ou un autre traitement. Et quand j'insiste sur une durée ou sur une date, pourquoi? Parce que par exemple une facture, ça va être une durée, vous allez la garder 10 ans à partir de sa date d'acquisition, ou à la rigueur vous allez faire l'exercice en cours en plus. Un contrat, c'est une période à l'issue de l'échéance de ce contrat. Donc là, on va plutôt parler de date parce qu'il est très difficile pour le système de déterminer la date d'échange du contrat, ou alors il faudra aussi lui renseigner. Alors, quelles sont les bonnes pratiques concernant l'établissement d'un plan de classement? Alors, je vais juste en donner une ou deux, parce qu'on pourrait faire un web séminaire dédié sur les bonnes pratiques d'un plan de classement. La première bonne pratique, c'est qu'un plan de classement il doit être partagé au sein de votre organisation. Ce n'est pas le plan de classement de monsieur responsable de département, ce n'est pas le plan de classement de ce service, c'est le plan de classement de l'entreprise. Donc, les natures qui se trouvent dans ce plan de classement sont partagées avec tout le monde. Très souvent, dans la gestion de droit, à part peut-être pour le plan de classement des ressources humaines, le droit, c'est accès en lecture à toute l'organisation, parce que c'est un document de l'organisation. Donc ça, c'est la première bonne pratique, c'est ne pas cloisonner un plan de classement à un service ou à un utilisateur. La deuxième des bonnes pratiques, c'est que nous, chez Groupe T2I, on a une expérience de plus de 20 ans sur certains plans de classement, sur certains secteurs d'activité. 20 ans d'expérience sur un plan de classement métier d'un secteur d'activité. Aujourd'hui, dans les commissions d'évolution, on a quasiment plus de demandes. Le plan de classement est tellement mature et on le propose clé en main à nos clients
que vous allez acheter finalement quelque chose de packagé, quelque chose de tout prêt, que dans certains cas, on peut personnaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout, vous allez acheter notre expérience en termes de plan de classement et vous allez avoir quelque chose de clé en main éprouvé depuis plusieurs décennies par nos clients de votre même secteur d'activité. Et on couvre, comme alors on est allé peut-être un peu vite sur la présentation des secteurs d'activité, mais l'immobilier, le transport, la grande distribution, la santé, l'industrie, et j'en passe. Voilà. Ensuite, est-il pertinent et réalisable de passer d'un stockage classique, entre parenthèses serveur de fichiers, vers une GED pour l'ensemble des documents? Et si oui, quelles sont les étapes à prévoir? Alors, je vais vous faire aussi quelques retours d'expérience par rapport à ça. Alors, déjà, par rapport aux serveurs de fichiers, il peut y avoir des serveurs de fichiers qui sont normalisés, entre guillemets, du coup, bien rangés, avec des informations qui sont des informations pertinentes, des dossiers qui sont avec des informations, encore une fois, exploitables à des fins d'indexation des documents dans la GED. Donc, quand on est sur ce schéma-là, nous, on peut vous mettre à disposition un outil qui va être un outil de scrutation et on va pouvoir rebâtir l'indexation sur la base de la normalisation. Ça vous donne en plus après, du coup, l'avantage de pouvoir rechercher facilement les documents, etc. L'autre cas qu'on rencontre, c'est les serveurs de fichiers ont beaucoup vécu à travers le temps et du coup, la normalisation n'est pas vraiment possible. Et là, j'ai rencontré plusieurs logiques possibles. La première logique est de dire, eh bien, on va laisser ce serveur de fichiers accessible aux utilisateurs pendant un temps donné en leur disant qu'il faut qu'ils prennent les documents utiles et qu'ils les mettent dans une arborescence qui sera une arborescence exploitable derrière et normalisée. Ça fonctionne assez bien. Et le deuxième cas, c'est on nous demande, nous, de reprendre l'intégralité du serveur de fichiers et on met tout dans un espèce de plan de classement ancien document. Personnellement, je ne trouve pas ça très, très propre, mais c'est vrai qu'on a dans la GED des solutions d'indexation. On a par exemple la possibilité de faire de la recherche full text, hein, c'est-à-dire sur la couche texte des documents, et donc ça permet quand même de rendre accessibles ces documents. Donc, il est tout à fait pertinent. Moi, je vais même vous donner une des solutions pour passer justement d'un archivage stockage classique à une gestion exploitée documentaire. Quand vous devez requalifier tous les documents à la main, parce que quelquefois ils sont très mal classés ou ils sont très mal définis, et faire de la requalification. Aujourd'hui, avec nos solutions de doc acquisition, on peut quasiment diviser le temps par 2 ou le temps par 3 de reclassement des documents. On a pour ça des procédures métiers avec nos outils qui permet vraiment de gagner du temps et pas d'aller ouvrir les documents un par un pour aller les reclasser. Ok, on va prendre une dernière question, puis après on vous demande, enfin on sera bien sûr à votre disposition pour continuer les échanges, mais on va devoir arrêter le webinaire. La dernière question est intéressante, c'est comment peut-on vendre la solution de GED aux utilisateurs, sachant que la solution impose un remplissage des métadonnées. Il y a toute une série d'avantages déjà sur la mise en place d'une GED. Souvent, quand on fait les présentations, rien que l'aspect recherche va être très pertinent. Quand on recherche un document dans la GED, on a des moteurs qui sont beaucoup plus puissants que les explorateurs de fichiers, qui fait qu'on a une restitution des documents qui est instantanée, ce qui n'est pas le cas du tout quand on fait une recherche dans un explorateur de fichiers. Pensez aussi à leur vendre en leur disant qu'une grosse partie de l'alimentation va être aussi plus rapide, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans un serveur de fichiers, il faut quand même faire un fichier enregistré sous, dépiler l'arborescence, on range un dossier et généralement, enfin, dans certains cas, on a quand même du mal à le retrouver. Donc, il y a beaucoup d'avantages. La recherche est plus simple, l'alimentation sera en grande partie automatique et il y a d'autres fonctionnalités intégrées à la GED. Je pense au post-it numérique, je pense au versionning, à la traçabilité, etc., qui sont aussi très intéressants. Voilà. Pour juste compléter, je vais donner 2 facteurs clés de succès, en tout cas 2 bénéfices pour les utilisateurs. Avec une solution de GED, vous allez retrouver vos documents en moins de 3 clics et en moins d'1 seconde. C'est un peu les temps qu'on arrive avec nos solutions et nos moteurs de recherche très puissants, en tout cas sur UDoc. Et puis surtout, comme je l'ai décrit tout à l'heure, le remplissage des métadonnées, il faut vraiment le confier ça à des solutions d'acquisition qui vont automatiser ce remplissage de métadonnées. Effectivement, ce n'est pas à l'utilisateur d'aller remplir un à un ces métadonnées. Il faut savoir que sur ce qu'on appelle du multi-index, j'ai des clients qui remplissent plus de 450 métadonnées sur un document. Par exemple, une facture qui fait référence à 450 produits, on va pouvoir les rechercher avec ces produits-là, on va vouloir un peu les indexer. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a automatisé
cette mise en place multi-index dans nos solutions de GED. Donc, c'est automatique. Voilà, pour des aspects de temps, on va s'arrêter là. Encore une fois, on est à votre disposition. Vous avez ici une adresse mail sur laquelle vous pouvez bien sûr nous contacter. Posez vos questions supplémentaires, si vraiment voilà, il y en aurait eu d'autres qu'on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. Voilà, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère que Olivier et Raphaël ont répondu à toutes vos questions. Comme l'a dit Olivier, si ce n'est pas le cas, nos équipes restent à votre disposition. Vous pouvez nous contacter, comme l'a dit Olivier, sur l'adresse. N'hésitez pas à aller vous rendre sur notre site web UDoc dans la rubrique Actualité. Vous y retrouverez tous nos replays des précédents webinaires, comme Olivier l'a évoqué, donc pour le moment plutôt fonctionnel. Et le mieux pour vous, si vous êtes bien sûr intéressé par ce type de contenu, c'est de suivre UDoc sur LinkedIn. Vous pouvez passer par le QR code qui est affiché ou simplement par la barre de recherche. Mais voilà, pour être sûr de ne manquer aucune de nos actualités, on a plusieurs webinaires à venir sur l'année. Notamment, il y avait une question sur le droit à l'oubli. Donc notamment un prochain webinaire qui va concerner la GED et la RGPD. Voilà, donc merci à tous. Et puis, très bonne journée à vous.